Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 25 septembre, une découverte rare et impressionnante de culture industrielle de cannabis et de marijuana dans deux villages de l'Aube, à Essois et Viré-sous-Bar. En tout près de 3000 pieds, la PJ des Hauts-de-Seine est saisie de l'affaire. Les habitants de ces deux communes n'en reviennent toujours pas. 20e salon de l'habitat et un nouveau succès pour les organisateurs de 3 Expo Cube. Les 150 exposants se disent satisfaits de cette édition. Les visiteurs sont allés chercher avant tout des conseils pour décorer son chez-soi. Bon plan et économie d'énergie se taille la part du lion, vous verrez. Et enfin du sport dans ce journal, du basket, une fois n'est pas coutume, avec l'intrigante filière tchèque au sein de Savine Basket. Des joueurs de l'Est performantes recrutés en nombre. Explications sportives avec David Mutel à la fin de ce journal. C'est une saisie record pour ce genre de plantation illégale. La découverte hier de 700 pieds de cannabis dans une maison de 2 étages en plein bourg à Essois, mais aussi à Viré-sous-Bar, près de Bar-sur-Seine, suite à l'interpellation de 2 hommes pour trafic de stupéfiants en région parisienne hier. Un laboratoire de culture avec lampes chauffantes et matériel spécifique a été mis au jour par les enquêteurs. Les 2 trafiquants présumés sont aujourd'hui en garde à vue. Sur place, c'est l'incompréhension totale. Le reportage d'Aurélie Junier. C'est ici, au 27 rue Victor Hugo, en plein bourg du village paisible de Renoir, à Essois, 700 habitants, que les enquêteurs de la police judiciaire de Reims ont fait la première découverte hier après-midi. 700 pieds de cannabis répartis dans les étages de cette habitation. Cet adjoint de la commune n'en revient toujours pas. Ah oui, on est quand même très surpris. On est un petit village qui est plutôt, dont on parle pour bien d'autres raisons, mais pas pour des faits divers en général. Et on est plutôt un village tranquille. On est un petit peu surpris de voir une affaire comme ça arriver ici. Aujourd'hui placée sous scellé, l'habitation devait être totalement inspectée par les policiers spécialisés pour détruire toute trace de l'installation impressionnante, des murs au plafond. Les voisins et les habitants d'Essois sont partagés entre étonnement et fatalisme. Non, franchement, j'avais même du mal à y croire parce que honnêtement, c'est pas quelque chose de courant non plus. Puis en plus, dans une grange comme ça, apparemment, c'est quand même assez surprenant. J'ai vu les gendarmes, c'est tout. Hein. On n'a pas vu plus. On avait une dizaine à peu près hier. Quand je suis descendue chez le médecin à 4h15 avec mon mari, il y avait une dizaine de gendarmes là, 2-3 estafettes. Non, ça fait 6 ans que je suis à Essois et j'ai jamais vu personne dans ces granges-là, dans cette maison-là. Finalement, je suis pas très étonné puisqu'on en voit partout maintenant, ça traîne partout. La camelote là. Et je suis bien content qu'il soit fait prendre. Parce que moi aussi j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils tombent là-dedans. L'autre site de culture illégale découvert dans cette enquête stupéfiante se situe à 25 km en direction de Troyes, à Viré-sous-Bar, 636 âmes près de Bar-sur-Seine. Ici, 2000 pieds de marijuana ont été retrouvés, également cultivés sous abri dans cette ancienne boulangerie. Le propriétaire s'est retrouvé assis sur le trottoir, les menottes, et puis voilà, ils sont venus chercher une échelle pour pouvoir passer par la fenêtre, n'ayant pas les clés de la maison, enfin du local. On voyait pratiquement personne, disons, et ça nous a, semblé bizarre. Le trafiquant principal, âgé de 47 ans, d'origine asiatique, dont la police n'avait jamais entendu parler, est en garde à vue, de même que ses 2 acheteurs interpellés en région parisienne. L'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants poursuivra les investigations. C'est l'une des saisies les plus importantes de ces dernières années. Et le montant estimé de ces produits pourrait atteindre 1 million d'euros. La destruction des installations aura lieu cette nuit à Essois et Viré-sous-Bar. Faux accidents, fausses alertes et même fausses conférences de presse avec de faux journalistes, mais vrai exercice de sécurité de grande ampleur dans la zone de sud de Maïlcan aujourd'hui, organisée par le ministère de la Défense. Cette simulation avait pour objectif de mesurer les risques nucléaires et radiologiques. L'opération a commencé dès 7 h dans le plus grand secret ce matin. Elle a mobilisé l'ensemble des services de l'État concernés, pompiers, préfets et procureurs, sans oublier la gendarmerie, avec la simulation d'un accident de camion qui transportait du matériel nucléaire à Dampierre. Le bilan du 20e salon de l'habitat et de la décoration, il a refermé ses portes hier soir au parc des expositions de Troyes avec 11 041 visiteurs, des chiffres stables par rapport à l'an dernier. Après 4 jours d'ouverture, rappelons que 153 exposants étaient présents sur place pour donner des conseils aux visiteurs qui souhaitaient rénover leur maison. Ce salon fait d'ailleurs partie de l'un des plus grands rendez-vous plébiscités par les Aubois, avec cette année davantage de conseils que de ventes. Pour choisir le bon plan, bilan en images avec Cyril Tavernet.
Environ 11 000 personnes ont parcouru les allées du salon de l'habitat. Une fréquentation identique à l'an passé. Ce salon propose d'acheter des cuisines, des meubles, des portails ou encore des spas. Mais l'achat n'est pas le but premier de ces visiteurs. Ils cherchent de plus en plus des conseils de professionnels pour leur habitat. Vous ne sortez pas le carnet de chèques pendant le salon. Donc ils cherchent effectivement des conseils, ils cherchent des idées pour l'économie d'énergie, ils cherchent des idées pour la décoration, ils cherchent des idées pour l'isolation, ils cherchent des conseils, des idées. Et après, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui proposent des produits qui correspondent à des petits objets. Donc les gens peuvent vendre effectivement quand même sur le salon. L'habitat tout confondu représente 31% du budget du foyer. Alors la clientèle potentielle sur ce salon prend son temps avant d'acheter. Quand on investit dans une maison ou quand on investit dans une décoration, bon, c'est des gros budgets, donc les gens ont besoin de prendre du temps, le temps de la réflexion. C'est normal qu'ils consultent plusieurs entreprises. Je pense que malgré la crise, effectivement, une des grosses tendances de cette année, c'est que les gens se focalisent beaucoup sur la décoration. Donc c'est un secteur qu'on a souhaité développer cette année, parce que dans un contexte difficile, les gens ont besoin d'être chez eux pour retrouver des valeurs qui correspondent à leur personnalité. Donc la grande tendance, c'est la personnalisation de l'intérieur. Sur cette 20e édition, 80 métiers de l'habitat étaient représentés, de la décoration aux énergies renouvelables. Les 140 exposants sont satisfaits de ce cru 2012. Le salon de l'habitat a très bien marché, un bilan plutôt positif, des gens intéressés qui sont venus parce qu'ils avaient un vrai besoin, une vraie recherche. Voilà, ils recherchaient vraiment des artisans, ils avaient un projet bien précis. Je suis assez contente de moi parce que c'est vrai que hier nous avons eu une très bonne journée. J'ai pu avoir plusieurs contacts et prendre plusieurs rendez-vous. Très bien fonctionné pour nous, beaucoup de visiteurs qui viennent avec des projets très concrets. Environ 30 contacts, dont déjà une paire de rendez-vous fermes où on doit se rendre chez les clients pour évoquer leurs futurs projets. Prendre des contacts, personnaliser son intérieur ou tout simplement profiter, comme ce visiteur qui semble avoir trouvé son bonheur en matière de literie. Le salon de l'habitat, au même titre que celui de la gastronomie, est l'un des rendez-vous préférés des Aubois. Et le 21e Salon Habitat Décoration se déroulera au Parc des Expos de Troyes du 27 au 30 septembre 2013. Rendez-vous incontournable de la vie étudiante, le 7e raid urbain des Clés de Troyes a démarré à midi depuis l'espace Argence. Une course d'orientation par équipe ouverte cette année à 700 étudiants troyens contre 500 l'an passé. Le parcours compte une vingtaine d'épreuves pour découvrir la ville et ses lieux culturels, pour obtenir le maximum de points à travers des challenges sportifs et ludiques, du théâtre de Champagne à la médiathèque en passant par la rue Zola ou la halle au vélo. Les étudiants sont ravis de l'initiative. Au micro de Cyril Tavernet. Ça permet de découvrir la ville et je trouve ça super sympa comme ambiance. On est en équipe, on court partout, on découvre les moindres coins de la ville et puis c'est rigolo, on s'amuse bien. Ouais. Faut courir, ouais, mais ça va, non, c'est facile à trouver. C'est pas des endroits trop compliqués, mais ouais, on court pas mal quand même. Ce qui est sympa, c'est que on découvre un peu en fait la région, la ville de Troyes surtout quoi, et puis ça nous permet en fait de faire une petite épreuve sportive et ça coupe un peu dans la semaine. On est un peu fatigué, on a un peu de points de côté, mais ça devrait aller. On s'amuse bien entre filles, nous. C'est trop sympa, on s'éclate. On court, on se dépense, on rigole. On découvre Troyes. Et c'est le but, apothéose de l'opération, jeudi soir lors de la nocturne festive avec la remise des Clés de Troyes organisée par la Fédération étudiante sur le parvis de la médiathèque. La ville de Troyes ne fait pas seulement les yeux doux aux étudiants, mais aussi à l'ensemble des Aubois. Ainsi, la carte Troyes et moi refait son apparition. Lancée l'an dernier, elle a pour but d'impliquer les habitants dans le tourisme pour leur faire découvrir la ville avec des réductions dans les musées ou les restaurants, mais aussi les sites culturels avec des rendez-vous exclusifs. Un sésame qui avait été distribué à 800 exemplaires en 2011. 2000 exemplaires de cette carte seront proposés dès lundi à l'Office de tourisme. Les précisions de son président Marc Sebéran avec Aurélie Juigné. C'est quelque chose de particulièrement important puisque quand on connaît très bien son territoire, eh bien, on peut tout à fait à la fois le vendre vis-à-vis des touristes étrangers et puis accompagner ses amis et ses connaissances. Bon, on espère évidemment une adhésion de la part de la population et autant de relais qui vont permettre de convaincre les touristes de passage ou tous ceux qui veulent potentiellement venir à Troyes, eh bien que Troyes est une destination absolument fantastique. On espère en effet que ça sera véritablement un grand succès
puisque les privilèges sont encore plus importants, ils sont beaucoup plus divers, ils peuvent toucher une catégorie de population encore plus large. Donc c'est pour ça que nous avons doublé le nombre de cartes cette année. Une carte gratuite pour tous les Aubois disponible à partir de lundi à l'Office de tourisme. En sport comme dans l'industrie, le Made in France a parfois le souci à se faire avec Katarina Balintova par exemple. Le Sainte-Savine Basket accueille en effet sa 3e joueuse slovaque en moins de 3 ans. Alors que plusieurs clubs du même niveau misent sur des filles polonaises ou parfois même américaines, le SSB a développé un attrait pour la Slovaquie et ses joueuses consciencieuses. Une filière pleine d'avenir. Explication avec ce reportage de David Mutel. Dobrý den, cela veut dire bonjour en slovaque. Et il vaut mieux connaître ces quelques mots car depuis un peu plus de 2 ans, la filière slovaque du Sainte-Savine Basket fait merveille. Après le passage réussi de Monika Shabadova, partie à Grenoble en fin de saison, Daniela Pavlendova et la jeune Katarina Balintova ont pris le relais. Pourquoi un tel intérêt pour le basket slovaque? Arnaud Monin, le directeur sportif savinien, y voit plusieurs raisons. Elle s'intègre bien parce que le niveau est bon là-bas, parce que l'école est une école, je dirais, au niveau basket qui est sûrement proche de l'école française traditionnelle. Et puis troisièmement, ce sont des filles qui sont rigoureuses, qui sont l'école de l'Est. Je veux dire, voilà, c'est des valeurs, c'est des principes, c'est de la rigueur. Alors nous, on n'est pas un club professionnel, mais on retrouve des valeurs de professionnalisme dans la préparation, dans la façon d'aborder les matchs, dans le comportement à l'intérieur d'une équipe. Donc tout ça, c'est très très appréciable. Katarina Balintova, arrivée en août, a tout de suite été prise en charge par sa compatriote Pavlendova. Très jeune, elle ne parle pas un mot de français et c'est la première fois qu'elle quitte son pays. C'est difficile car au début dans l'équipe, il n'y avait qu'une seule fille qui parlait l'anglais. Mais heureusement, Daniela est avec moi pour me traduire en slovaque, alors tout va bien. Sainte-Savine n'est pas le seul club, bien sûr, à faire appel à des joueuses étrangères à ce niveau de la compétition. Les Slovaques, ils sont même légion, il faut dire que la réussite n'est pas un vain mot pour elles. Je pense en Slovaquie, nous sommes ambitieux. Nous voudrions jouer le plus possible, meilleur possible. 2 Slovaques dans un effectif de 8 joueuses, cela a certes un coût pour le club, mais embaucher des Françaises en National 2 se révèle bien difficile et pas forcément très utile. Les joueuses françaises, jeunes ou moins jeunes, cherchent tout de suite à rentrer dans les 2 premières divisions, c'est-à-dire la Ligue féminine 2 et la NF1. La NF2 commence à se structurer, à avoir des clubs qui sont capables de financer un petit peu soit des emplois, soit des indemnisations, on ne va pas s'en cacher, hein, mais c'est en gestation. Très peu de clubs le font. Donc du coup, les joueuses essayent de se focaliser plus sur la Ligue féminine 2 et la NF1. Donc rapport qualité-prix, effectivement, je pense qu'une joueuse étrangère est plus intéressante qu'une joueuse française. Daniela et Katarina se sont du reste bien intégrées à l'équipe. La jeune joueuse a même commencé à apprendre le français afin de mieux comprendre les attentes de ses coéquipières. Et c'est la fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo avec Sandra Durupt. Demain dans le JT, entre autres, les Sodi Médicales qui font appel de la liquidation de leur usine à Reims demain. Belle soirée à vous et à demain.